Merci beaucoup. On peut peut-être éventuellement commencer par vos questions. J'imagine que vous êtes sans doute intrigués par ce voyage à travers différents espaces-temps mythologiques. Allez-y, Marianne. Je me demandais si c'est vraiment votre interprétation ou vous l'avez basée sur, je sais pas, d'autres démarches. C'est la mienne. Elle est unique. Je pense que si Déborah n'avait pas une aussi grande ouverture d'esprit, vous n'y la connaîtriez pas d'ailleurs. Mais vous avez vu que j'ai quand même tenté, autant que faire se peut, d'appuyer sur un certain nombre de textes. Et tout ça, vous avez été inspiré par la mort de votre chien. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas de petit sujet. Mais oui, par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, où moi je colle au texte, d'ailleurs on a vraiment lu très lentement les textes, etc., mais c'est en effet complètement détonnant et rock'n'roll. Mais justement, je trouve que c'est un très bon exemple de la façon dont on fabrique une interprétation. Et là, il y a énormément de savoir, en fait, que dans la bibliothèque de mythes. On pourrait si on en reste à une lecture académique qui repose sur les critères scientifiques, etc., comme a fait Ludivine d'une certaine manière, elle a joué le rôle. Oui, mais on trouve d'autres exemples. Sur quoi vous vous appuyez pour établir votre hypothèse, ou est-ce que là votre rapprochement, sur quoi il est fondé, etc. Ça c'est sûr, on peut toujours reprendre dans le détail de la fabrication ce qui pose problème d'un point de vue scientifique académique, mais en même temps ce qui est intéressant de voir, c'est justement ce travail esthétique que tu fais de rapprochement de ces mythes, et qui permet, je trouve, de redonner aussi, de rendre sensible, et c'est ce que je trouve très intéressant, parce que moi je ne peux pas faire par exemple quand on lit Sophocle, tu rends sensible la dimension terrestre, corporelle de ces mythes, ce à quoi ils font référence dans une vie quotidienne aussi, qui a besoin d'être pensée, sublimée, etc. Donc c'est vrai qu'on en reste souvent en fait on reste souvent en surface finalement à la dimension symbolique de ce qui est raconté, mais il y a des choses qui travaillent en profondeur derrière ces grands questionnements humains. Et je trouve que ton interprétation à partir de cette figure d'Oedipe et du chien, ce rapprochement-là, en plus pour moi elle est vraiment à l'image de ce type d'interprétation que les Grecs pouvaient faire eux-mêmes en rapportant la lyre et la tortue. Tu l'avais fait ça, c'est génial la lyre et la tortue. On a parlé de l'essai de Shai Desvengro, on n'a pas développé, j'ai pas rapporté l'interprétation de Shai Desvengro sur la tortue et la lyre, mais c'est cette même, l'intérêt de s'affranchir aussi de s'affranchir simplement de fabriquer mais esthétiquement une pensée en rapprochant ces différents motifs, en voyant ce qu'il peut y avoir de commun, ce qui est structurant, à une lecture aussi très structuraliste en fait des mythes, ce qu'il peut y avoir de commun entre tous ces différents motifs qui appartiennent parfois à des espaces-temps différents. Mais c'est ça aussi la mythologie. Le discours sur le mythe est à partir du mythe, mais qui donne sens, qui répond à des grands questionnements humains, les règles, etc. Tout ce que tu as bien rappelé, pourquoi on se met debout, toute cette particularité-là de l'espèce humaine. Moi, j'ai prononcé le mot bricolage au début, et je pense que Michel de Certeau a fait un livre, un anthropologue, un sociologue, a écrit un livre sur le bricolage, qu'elle a pensé comme bricolage. Je l'assume complètement. Alors, évidemment, il peut y avoir des bricolages délirants, et là, on est typiquement les théories du complot sont des bricolages délirants, associatifs, qui sont fondés sur rien, et effectivement, à un moment, le lien à la réalité se distend, et quelque chose de la rationalité tourne à vide et fabrique un monstre.
C'est évidemment quelque chose qu'il faut tenir à distance, mais bon, on ne peut jamais complètement tenir à distance quand on commence à s'engager dans cette démarche-là. Mais effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, ce qui la fonde, c'est que la pensée mythique est probablement un bricolage, à défaut d'outils rationnels, concrets. J'ai parlé du ciel étoilé à plusieurs reprises, c'était un fil rouge. Vous êtes... Pardon. Je vous en prie. Vous êtes un homme qui regarde le ciel la nuit et vous découvrez qu'une constellation forme l'image d'un guerrier ou d'un chien. Il faut bricoler. Vous ne savez même pas que la Terre est ronde, vous savez rien. Vous ne savez même pas pourquoi le soleil se lève le matin et revient le soir. Vous ne pensez pas qu'il tourne autour de la Terre, vous pensez qu'il meurt dans l'eau. Et donc il renaît chaque jour. Ça, c'est un bricolage. On pourrait dire une théorie du complot céleste, solaire. Mais il y a un dieu qui s'appelle Xolotl, un dieu inca, qui est un chien, un dieu chien, dont la mission est d'accompagner le soleil dans la mort et de le faire revenir le matin. Bon, vous posez plein de questions, vous découvrez des fossiles de dinosaures. C'est pas réservé à nous. Vous découvrez pourquoi il y a des titans et des monstres dans la mythologie grecque. Parce que les mecs ont découvert des tibias qui faisaient 8 mètres de long. Il y a des choses très marrantes. Les Grecs, vous savez, dans Homère, parfois, quand on salue quelqu'un de très éminent, on lui baise les genoux. Pourquoi on baise les genoux des gens? Probablement parce que les Grecs avaient perçu que la synovie, le liquide qu'on a dans les rotules, était commun à celui qu'on a dans le cerveau et qu'on avait en fait de l'âme, en quelque sorte, de la pensée dans les genoux. Ils bricolent, ils sont obligés. Et donc c'est ça qui crée une invention, une inventivité. Mais après, encore une fois, ils ne bricolent pas non plus dans le vide. C'est-à-dire qu'ils bricolent pour expliquer des choses qui leur tiennent très à cœur. Là, je viens de terminer un livre faramineux de 888 pages qui s'appelle La Grotte originelle, d'un paléontologue qui s'interroge sur la question des grottes et qui pose une question hyper simple, alors pour le coup technique. Qu'est-ce qui fait que des hommes nus il y a 50, 40 000 ans sont allés dans des grottes obscures avec des moyens très limités de feu, dangereuses éventuellement, tout au fond de ces grottes, pour y peindre des animaux? C'est quand même très bizarre. Et il y a eu plein d'interprétations qui ont été données, notamment la grotte Vagin, les reliefs sur les grottes qui prennent souvent la forme des animaux. Mais pourquoi certains animaux, les bisons, les chevaux, c'est-à-dire les animaux qui mangeaient probablement. Et il lui propose une hypothèse absolument géniale, qui est ancrée dans un mythe, dont il dit que c'est le plus vieux mythe de l'humanité, dont on retrouve des variantes sur toute la planète, qui est donc le mythe de l'émergence originelle. Ce mythe de l'émergence, c'est un bricolage. Il vise à répondre à une question encore plus primaire en quelque sorte que celles qu'on s'est posées ici, qui sont déjà assez élaborées en fait. Comment c'est mis debout, qu'est-ce que c'est les règles, pourquoi on n'a pas de baculum. Bon. Ça, la question de l'émergence, elle vise à répondre à la question pourquoi y a-t-il des animaux et des hommes sur cette planète? D'où sont-ils nés? Enfin, c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Qui les a posés là? C'est quoi ce truc? Et l'hypothèse de l'émergence, c'est qu'ils sont sortis des grottes. Qu'il y avait des animaux sous terre et qu'un jour, ils sont sortis. Alors pourquoi on aurait peint des choses là-bas? On a fait d'autres choses très étranges dans les grottes. On retrouve des ossements qui sont fichés dans des fissures de parois. Parfois jusqu'à 400, 500 ossements sont plantés comme ça. L'hypothèse qu'il fait, c'est que pourquoi on allait prendre tous ces risques pour aller peindre des animaux ou pour planter des os dans des grottes? Parce qu'en période de disette, quand il n'y avait plus d'animaux, on pensait qu'on avait épuisé le stock des animaux. Donc on allait solliciter la renaissance des animaux, soit en les peignant, en les appelant en quelque sorte, qui sortent de la paroi, soit en y plantant des os, parce qu'une théorie était qu'on se régénérait à partir de ces os.
Donc on régénérait des corps, on tuait un bison, on prenait ses os, on les plantait pour les rendre en quelque sorte à la nature et pour conserver l'équilibre du nombre d'animaux sur la planète. On en tue un, on en remet un qui va naître dans la grotte et sortir un jour. Alors ça peut intéresser les hellénistes parce que ce mythe a évolué. Et une des évolutions de ce mythe, c'est ce qu'on appelle le mythe Polyphème, qui a plusieurs variantes aussi, mais qui en a une qui nous intéresse particulièrement, qui est dans l'Odyssée, qui est donc Polyphème, c'est le cyclope, qui a des moutons dans sa grotte, et qu'Ulysse, l'homme rusé, va le libérer, en fait, et s'échapper aussi du méchant qui les tenait. Donc en fait, ça c'est une évolution du mythe de l'émergence originelle, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas sortis des grottes, ils ont été libérés des grottes par un héros rusé, parce qu'ils étaient tenus à l'intérieur des grottes par un héros ou un dieu malfaisant. Donc voilà une évolution hyper intéressante d'un bricolage, mais encore une fois un bricolage qui vise quand même à répondre à des grandes questions anthropologiques et qui le fait en usant de choses qui sont très fondamentales et qui sont aussi des réponses à des interrogations, alors là on peut être plus freudien, des interrogations infantiles aussi en fait. La question des pulsions qui nous habitent, la peur de la mort, la question du désir, voilà, tout ce qui nous traverse et qui fait que voilà, la force de la mythologie, c'est d'être à la rencontre de ces deux choses. Hein. Un bricolage sur des questions comme ça, un peu de tous les jours, j'ai envie de dire, et qui use, et qui réussit à travers ça à parler de choses très complexes, très enfouies en nous, et qui nous constituent, et qui font qu'ils ont cette force sur nous ensuite. Tu parlais enfin, tu as employé le terme reenactment et j'avais vraiment en t'entendant cette impression-là que c'était un rejeu, justement. Tu rejoues une interprétation que tu as faite et du coup on peut voir la pensée mythique en train de se faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça... Et tu as bien fait de rappeler aussi les théories du complexage. Je ne pensais pas à ça, toutes ces associations délirantes, parce que c'est la limite, le point limite justement. Mais comment dire, entre le discours scientifique et les discours complotistes, il y a quand même un large panel de discours possibles qui peuvent répondre à des questions temporairement, calmer les peurs infantiles, etc. Et je trouve que c'était ça aussi, et merci beaucoup, que tu as mis en évidence et qui, je pensais à Freud en même temps, puisqu'on a beaucoup parlé du rapt de la figure de mythe d'Oedipe par Freud, et comment justement ce rapt permet de construire un nouveau discours qui est en fait théologique sans le dire. Alors qui va se donner comme un discours qui va être un discours scientifique de sens social, mais qui est aussi un discours sur l'être humain, sur la nature humaine, un nouveau discours sur la nature humaine. T'as dit scientifique, mais pour le coup, alors, allez. hyper contesté. Voilà, alors hyper contesté. Non falsifiable. On a accusé Freud de bricoler aussi. Ce qu'il fait. Il le dit. Oui. Il y a un livre extraordinaire de Freud qui s'appelle L'homme, Moïse et le monothéisme, qui est d'ailleurs tout à fait dans notre registre du jour, dans lequel Freud dit qu'il va faire l'hypothèse que Moïse était un Égyptien. Donc que le peuple hébreu n'existe pas. C'est une partie d'Égyptiens qui se sont enfuis d'Égypte. Et au moment où il déclare ça, on en parlait tout à l'heure avant de venir, il s'émeut de sa propre pensée. Il est juif, il est en train de dire, l'antisémitisme fait rage, et il est en train de dire que la religion juive a peut-être été fondée, non pas par un hébreu, mais par un égyptien. Et il a peur de ce qu'il écrit, il le dit dans le livre. Il a tellement peur de ce qu'il écrit qu'il dit que je ne peux pas prouver ce que je vais faire. Tout ce que je vous propose, c'est de le mettre au conditionnel, et le livre va s'appeler. Pendant un temps, le livre va même s'appeler « Si Moïse fut un Égyptien ».
alors on peut dire tout ça. Donc il bricole, mais ça l'amène à une psychanalyse des religions absolument passionnante, où il découvre le concept de latence, où il applique le concept de latence à la question de la religion, et il va fabriquer un objet unique qui est ça. Et la psychanalyse part un bricolage sur Oedipe, en quelque sorte, donc je disais qu'il s'éloigne quand même relativement du texte. Enfin, il est obligé de transgresser, d'opérer une énorme transgression, de l'arracher du texte pour créer autre chose. Donc voilà, c'est un geste qui est quand même constitutif de la pensée. Hein. Si Oedipe était un chien, on peut fabriquer ce truc-là. Après, j'ai envie de dire, c'est la performativité, l'effectivité de ce genre d'hypothèse qui ensuite... C'est un petit peu ce qu'on appelle en anglais du bootstrapping, c'est se tirer par les chaussettes. Vous essayez de vous soulever en vous tirant par les chaussettes. Si vous arriviez à vous soulever par les chaussettes, ça veut dire que votre hypothèse était bonne. Oui, on voit bien comment ça se passe, comment ça peut se passer, cette refabrication, l'élaboration d'un nouveau discours à partir d'un motif très important. Tu l'as évoqué avec le christianisme. En fait, les pères de l'Église ont dû les premiers chrétiens ont dû se débattre avec la figure de Dionysos, qui était beaucoup trop proche de celle du Christ. Donc il a fallu relire les textes grecs pour élaborer par distinction celle du Christ. Donc il y a aussi des choses qui sont passées évidemment dans cette refabrication de discours. Et c'est là où l'idée de rapt du mythe, oui, pour fabriquer un nouveau discours sur l'être humain, sur le monde, c'est essentiel. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, il y a ces balises qui restent. Il y a des objets qui restent. Alors, est-ce que c'est là où on peut s'interroger, est-ce que ce sont des persistances ou est-ce que c'est des motifs qui apparaissent ailleurs? Par exemple, le lien que tu fais entre le chaperon rouge et Oedipe, etc. Est-ce que c'est une persistance d'Oedipe ou est-ce qu'on peut y voir comme un écho à Oedipe parce que les mêmes questions se posent au fond? Ça c'est, tu vois, est-ce que c'est une évolution historique ou pas, quoi. C'est ce que je disais en rigolant sur Bram Stoker, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas initié au mystère d'Éleusis, hein, mais bon, voilà, c'est des coïncidences qui font qu'un écho... Oui, il y a peut-être eu un truc, il aura eu la même, il aura pensé, eu la même sensibilité que toi, et du coup a inscrit des mystères. Mais c'est très important ce que tu dis, le mythe c'est probablement un bricolage, et c'est aussi un vol. Tu as beaucoup cette idée. Et la question du vol dans les mythes, hyper présente. On vole plein de trucs, on vole le feu, on vole des objets, on vole des femmes, et on vole des pensées, et on vole des mots. Dans cette question du bricolage, d'ailleurs, la question des étymologies est passionnante aussi, parce que quand je dis on vole des mots, on en reçoit aussi. Il faut interpréter les os de mammouth qu'on va trouver en fouillant dans la nature. Il faut aussi interpréter un mot qui est un mot peut-être égyptien, qui ne veut rien dire dans sa langue. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Et donc on fabrique, pareil, on va bricoler. Et là on le voit vraiment à l'œuvre. Dans le jeu de l'étymologie, Socrate, dans un de ses dialogues, dit que Agamemnon c'est agapé... Agathon Épimoné. Et donc en fait il fabrique, il dit que Agamemnon ça veut dire admirable de persévérance, qui a le cœur courageux, quelque chose comme ça. Et il rit, et Socrate rit, il dit ça c'est vraiment ce qu'on aime faire, quoi. On aime inventer des trucs. En fait Agamemnon ça veut rien dire. Mais vous les Grecs, vous n'arrêtez pas de faire des calembours et de chercher des étymologies fantaisistes. Donc ils savaient eux-mêmes qu'ils faisaient ce travail. Oui, et moi je pense même que la tragédie grecque, par exemple, fait partie de ces lieux où on invente, où on répond, on reprend ces questions et on fabrique du discours étymologique. C'est un lieu de fabrication de discours étymologiques et donc de forme de l'invisible, et de lieux où on répond encore autrement on remet en jeu ces objets communs, en fait. On remet en jeu, et puis à partir de ces objets communs, les mythes réélaborent un discours sur le monde, sur le divin, etc. Avec quand même cette dimension aussi, qu'on a abordée, mais c'est des trucs très sérieux. C'est vraiment des trucs très sérieux. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés où les savoirs
certains savoirs se transmettent uniquement à des initiés. Oui, c'est pas disqualifié comme aujourd'hui dans le monde moderne, la pensée boutique tout de suite parce qu'elle sera pas scientifique va être poser problème. Ouais. Évidemment. C'est quand même des choses c'est un bricolage, mais c'est un bricolage qu'on prend très au sérieux. Et qu'on s'arrange aussi pour transmettre, pour connaître. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant l'énigme du sphinx, c'est pas une devinette. On présente souvent comme une devinette, ça a la forme d'une devinette. Mais c'est très très sérieux. C'est très sérieux parce que ça engage quand même si vous n'êtes pas obligé de suivre jusqu'au bout de mon raisonnement, beaucoup de choses qui sont de l'ordre du sacré, de l'intouchable, de ce qui structure les sociétés, du chamanique, on pourrait même dire, enfin, de toutes ces choses qu'on ne fait que préalablement avoir été initié en prenant des drogues, en subissant une mise en condition physique. D'ailleurs, je parle de corporalité, très important, une corporalité de l'intégration du savoir, qu'on retrouve dans plein de sociétés, dans plein de rituels d'initiation. Depuis ces rituels africains où, par exemple, pour devenir un homme à l'adolescence, on vous jette avec une cordelette d'un mât qui fait 20 mètres de haut. Et la cordelette fait 19 mètres, enfin 18, quoi. C'est-à-dire que vraiment, vous allez mourir, quoi. Et vous êtes retenu à 1 centimètre. Donc, c'est une expérience voilà. Vous devenez un adulte quand vous avez fait cette expérience de sauter. D'ailleurs, dans la pensée, sauter, faire l'hypothèse, c'est vraiment ça, c'est sauter un moment. C'est transgressif, on est obligé du coup de mettre en suspens tout ce qui nous retient un temps. Ouais. C'est une expérience à la limite à chaque fois. Oui. Vous avez d'autres réactions, questions processus d'écriture parce qu'il y a ça aussi, c'est la mort de ton chien, mais comment tu es venu quand même à Oedipe? Comment ça s'est passé? Quel est le laboratoire? Mais exactement comme je vous l'ai décrit, je n'ai pas menti. J'étais inconsolable, j'ai commencé à écrire une lettre à mon chien, de tous les bons moments qu'on avait passés ensemble, et j'ai essayé, du coup j'ai lu des choses sur les chiens pour voir un peu s'il y avait des choses qui pouvaient me consoler, pour le coup, qui avaient été écrites par d'autres. Il y a quelques récits, quelques romans, qui sont un peu neuneux pour être honnête. Et littéralement, je fais la découverte qu'il n'y a rien sur les chiens, en tout cas rien qui me satisfait intellectuellement, qui me donne à manger intellectuellement, une nourriture, de l'ordre de l'ours, du lion. Il n'y a rien, il n'y a pas d'apôtre qui soit représenté par un chien, il n'y a pas de chien dans la Bible, il y en a un qui guide Tobie. Les chiens dans la peinture, pas tellement, il n'y a pas de Moby Dick du chien, il n'y en a que pour les chats, en gros, il y a les chats bottés, le chat du Cheshire, etc., mais il n'y a pas le chien du Cheshire. Alors il y a Cro-Blanc, mais bon, Cro-Blanc c'est un loup, c'est un loup-chien. Les romans de Jack London sur des chiens, il en a écrit, mais vous ne les connaissez pas parce que tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de statue de chien. D'Enfer Rochereau, il y avait un lion, alors qu'il n'y a quand même pas beaucoup de lions en France. Plus de chiens. Pourquoi en fait? C'est une question sincère. Moi j'adore les énigmes. Je peux avoir un côté un peu Tintin comme ça. Moi, vous me donnez une énigme, je veux la résoudre. Le chien est l'animal le plus proche de nous, avec lequel on passe le plus de temps. Donc on sait qu'il est probablement, comme je le disais, un partenaire de l'hominisation humaine, c'est-à-dire qu'il a assumé des fonctions de protection, d'éveil, de veille. On sait même qu'on partage des aires cérébrales avec les chiens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les chiens apparaissent dans le processus de l'hominisation, le cerveau humain rétrécit en quelque sorte, laisse la place à des fonctions. C'est très intéressant dans ce que je disais au début. Les peintures pariétales sont à peu près contemporaines de la domestication du chien. Une hypothèse possible, c'est que des parties du cerveau qui étaient occupées par la vigilance contre les prédateurs
est désactivé puisque le chien occupe maintenant son rôle, l'aboyant, tenant la garde, et que cette partie du cerveau peut être réinvestie pour des fonctions créatives, par exemple. En tout cas, le cortex préfrontal qui est définitoire, l'autre grande, j'aurais pu dire d'ailleurs, vous auriez pu me faire la remarque, l'autre grande différence anatomique entre l'homme et les animaux, parce qu'il y en a une autre, à part le baculum, c'est le cortex préfrontal. Les animaux n'ont pas de cortex. Quand il y a ce débat sur les animaux sont des êtres sentants, ils doivent avoir la même dignité que les humains et tout, oui, à la réserve près qu'ils n'ont pas de cortex préfrontal. Donc ils n'appartiennent pas au règne, en tout cas cérébral, des mammifères que nous constituons. Et le cortex préfrontal, donc définitoire de l'être humain, se développe probablement grâce à des adjuvants prothétiques qui permettent à des fonctions qui étaient occupées donc, par la simple survie d'être prises en charge par d'autres et de laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment fondamental, mais donc il n'y a rien sur les chiens qui raconte cette histoire-là. Et donc j'ai voulu l'écrire, littéralement. Et vraiment, j'ai pris les chiens dans la mythologie, quoi. Anubis, Cerbère, Xolotl, la Sphinge, le tarot, voilà. Et puis j'ai essayé, comme je vous l'ai fait devant vous, de comprendre ce qu'on essaie de me raconter à travers ces histoires-là de chiens. Et puis comme tous ces mythes sont chargés d'autres mythes, tu as dû tomber dans Déméter, Bobo, mais oui, parce que la question de la grande chienne et donc la question du vagin denté, de la castration, des crocs du chien, de l'interdiction, de tous les... Par exemple, quand on se soupçonnait d'avoir été mordu par un chien qui pouvait avoir donné la rage, le remède de grand-mère, c'était de se badigeonner avec du sang de règle. Enfin, tu lis des trucs comme ça et tu commences à en lire beaucoup et tu commences à te dire c'est très étrange. Je te disais, cet interdit égyptien, les deux grands interdits égyptiens, faire l'amour pendant les règles, regarder dans la gueule d'un chien. C'est quoi le lien? Parfois, quand on travaille sur les mythes, on est stupéfait parce que ça semble avoir absolument ni queue ni tête. C'est l'histoire de Bobo que je vous racontais. Et là, pour le coup, je vous l'ai racontée vraiment comme elle est racontée. Déméter retrouve le sourire en regardant Bobo qui lève son truc et qui montre un visage. Pardon, mais si vous vous posez pas de questions quand vous voyez ça, alors soit vous avez une hypothèse qui est les mythes n'ont pas d'explication, les mythes sont comme les rêves, une association libre, parce que parfois on se réveille aussi le matin, on a fait un rêve complètement délirant, on l'a fait et puis on vit avec. Bon, il se trouve que parfois en psychanalyse on essaie de donner du sens à ces rêves-là, et souvent ils en ont. Parfois ils en ont pas, et on peut se dire, c'est foutu, on s'en fout, c'est comme ça. Elle a ri en voyant Bobo lever sa jupe. Donc, vous pouvez aussi dire, peut-être il y a quand même... Et comme je vous le disais, ça c'est hyper important, donc on a dit bricolage, on a dit vol, on a dit sérieux, et le troisième mot que je mettrais, le quatrième mot que je mettrais vraiment à égalité avec tout ça, c'est pudeur. La pudeur de nos ancêtres est un truc sous-estimé. Et notamment parce qu'il y a un regard colonial qui s'est exercé sur des peuplades découvertes ensuite tardivement, qui ont des étuis péniens, ou qui se baladent nus, et qui donc, en cas nous, sont apparus à l'inverse, comme des personnages obscènes. Il faut savoir que, juste pour reprendre la question du costume qui t'intéresse, jusqu'à très 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 tard, les hommes portent des braguettes. Une braguette, c'est un énorme sexe, un renflement du pantalon qui imite la présence d'un sexe. Ça devait être quand même assez curieux de se retrouver à la cour de Louis XIV avec plein de mecs qui avaient un braquemar sous le pantalon, mais c'était à la mode. Alors nous, ça nous paraît évidemment très obscène, et donc on se dit, ces gens sont pas du tout. Alors pas du tout. On sait très bien, par exemple, qu'on ne peut pas du tout, Lévi-Strauss l'a raconté, être en érection dans une société primitive. Ce n'est pas possible. C'est très très mal vu. Et on voit bien que la question mythique, c'est aussi, du point de vue littéral, sémiologique, la question de l'understatement.
c'est pour ça que c'est si compliqué en fait à déchiffrer un mythe, parce que ça parle d'un truc dont ça ne va pas parler, en mettant les mots sur les choses. Alors d'un côté vous avez les phallus ailés qui sont le comble de l'obscénité, vous aviez en Grèce sur des places, au lieu d'avoir le lion d'Enfer Rochereau, vous auriez eu un phallus de 8 mètres de haut, comme il y a eu le butt plug sur la place Vendôme. C'était courant. Donc est-ce que ça c'est de l'obscénité? Non, parce que par ailleurs, les mots ne se disent pas. Quand Persée tue la méduse, il le fait en regardant dans le miroir de son bouclier. C'est une très très belle analogie pour dire que c'est une métaphore. La métaphore, c'est regarder quelque chose dans le miroir d'autre chose. Donc on va vous raconter une métaphore. Comme je vous disais aussi, quand on ne sait pas traduire un mot, parce que ce mot est bizarre, c'est souvent que c'est un euphémisme pour un mot plus compliqué, qu'on n'aura pas voulu dire. C'est un peu l'histoire de la feuille de vigne, quoi. En fait, quand Adam et Ève sont chassés du paradis, c'est parce qu'ils ont croqué la pomme, qui était probablement d'ailleurs pas une pomme mais une grenade. Donc les grenades sont pleines de sang, donc c'est une métaphore de la rupture de l'hymen. Et tout d'un coup, ils découvrent la pudeur. C'est hyper fondateur d'être chassés du paradis. Ils découvrent qu'ils étaient nus. Et ça, c'est vraiment constitutif de la pensée mythique. Découvrir qu'on était nus. Être choqué du fait qu'on était nus. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi peut-être c'est si... C'est aussi un discours sur l'importance de l'outil. Et c'est ce que j'entendais en t'écoutant. À quel point tu mettais en évidence dans tout ce que tu disais l'importance de l'outil, ce baculum qui est manquant et qui en fait est compensé par la fabrication d'objets. Oui. Tu parles de la canne, tous ces objets dont tu nous parles, on voit l'importance ici de ces monuments-là pour soutenir les êtres humains qui sont toujours fragiles, à qui l'homme il manque quelque prothétique, chose. l'homme prothétique, la prothèse, aussi constitutive de l'hominisation. Là, on sait que certains animaux arrivent à utiliser des instruments. On a vu des corbeaux utiliser des bouts de brindilles, par exemple, pour sortir des choses qui les intéressent, c'est une bouteille. On voit qu'on sait que des singes utilisent aussi des brindilles pour aller chercher des termites. Récemment, là, j'ai vu une image incroyable d'un singe qui montrait à sa mère ce qu'il mangeait. Et on pensait que c'était uniquement un truc humain. Donc, à toutes ces réserves près, comme ça, de proto-prothèses, un des acquis quand même de l'anthropologie, c'est que l'homme est le seul à utiliser des outils. Le roi Gourand, quoi. Et le savoir, si on va dans le sens de ton interprétation, le savoir d'Oedipe est justement aussi sa béquille d'une certaine manière. Tu n'as pas parlé de sublimation. Je me suis dit, mais est-ce que tu as ça en tête finalement quand tu dis que la sphinge, elle est ou bien celle qui coupe le sexe, ou bien celle qui lève, qui élève. Et pour moi, c'est ce que s'il faut revenir à Freud, c'est un peu, tu vois, cette façon d'élever sans sexualité, justement, sans en passer par le sexe, par une autre forme, par un autre outil, quoi. Ouais, on pourrait se demander si la pensée mythique était une sorte de forme de sublimation. C'est un concept très compliqué, la sublimation, chez Freud, très ambigu, parce que c'est présenté comme une sortie de la pulsionnalité. Vous avez une pulsion, la sublimation, vous avez une pulsion, et au lieu de l'acter, vous la transformez et vous en faites un moteur de quelque chose d'autre. Par exemple, moi j'écris, et c'est probablement une sublimation de pulsion sexuelle que j'ai transformée, où j'aime les énigmes, et c'est probablement une transformation du goût des enfants pour des énigmes comme la scène primitive, ce que font nos parents dans notre chambre, nos organes sexuels, toutes ces choses dont on ne doit pas parler en public avec en plus les grands disent faut en parler. Donc en fait le goût des énigmes est probablement une sublimation de l'interdit de poser des questions quand on est enfant sur des choses qui nous tarabustent, qui deviennent donc mystérieuses et donc intéressantes. Donc ça c'est une sublimation. Et Freud dit qu'au fond, l'évolution normale de l'être humain, c'est de passer de la pulsionnalité, on va dire, à l'animal, bestial, à la sublimation et de devenir des hommes de civilisation. Et quand la sublimation n'est plus là, alors on entre dans la barbarie. C'est vraiment quelque chose qu'il a pensé au seuil de la guerre.
Alors typiquement, par exemple, Anne Dufour-Mantel, qui était psychanalyste, qui est décédée il y a quelques années, avait écrit un article très intéressant sur la fin de la sublimation, qu'elle trouvait très grave. Typiquement, un type comme Trump, qui dit on va dire tout ce qu'on pense, tout ce qui nous passe par la tête, sans filtre. Et puis on va rôter, et puis on va péter, parce qu'après tout, c'est quoi la civilisation? C'est un mensonge. Ça, c'est la fin de la sublimation. C'est-à-dire que vous n'avez plus de transfert de la pulsionalité vers une sphère qui est la sphère du langage, en fait. Et où dans le langage, les tensions réelles se résolvent d'une manière imaginaire, et donc sans verser de sang. La fin de la sublimation, c'est ce que propose le nazisme, ce que proposent tous les mouvements violents, c'est quand ils disent on ne peut plus en passer par le parlementarisme, il faut en venir aux mains. Ça, c'est la fin de la sublimation. Mais par ailleurs, il y a des gens qui disent, et Freud s'est posé la question, qui disent que la sublimation est une névrose aussi. Parce que c'est un effacement de la pulsionalité, que les obsessionnels aiment bien, parce que ça les dérange aussi d'être confrontés à leur pulsionalité. Et donc, en fait, là, c'est la mauvaise sublimation. Au lieu d'écrire, on devient graphomane. C'est-à-dire, on écrit tout le temps n'importe quoi. Au lieu de vouloir résoudre des énigmes, on tombe dans la théorie du complot. Et là, vous avez une sublimation qui devient névrotique, et qui devient maladive, et qui donc n'est plus une sublimation, qui ne joue plus son rôle, et qui nous fait retomber dans la bestialité. Donc c'est un concept déjà très compliqué. Alors je ne sais pas si on peut dire que l'euphémisme mythologique est un équivalent à la sublimation, parce que je ne sais pas s'il y a une mise en mouvement vers autre chose en fait, puisque dans le mythe on reste quand même collé, on colle au terrain. On colle aux questions, même si on n'en parle pas ou on en parle de manière détournée, c'est quand même ça dont on parle, des questions, et dont les initiés savent qu'on parle. Moi, je me demandais si tu voyais en Oedipe une figure de la sublimation. Ce qui est curieux chez Oedipe, si mon hypothèse est bonne, c'est que c'est donc un rejeu de Déméter, mais super lointain. Quand même très lointain. Enfin, pas si lointain, puisqu'on voit que toutes ces choses-là sont liées, mais... Alors, il y a Persée et Perséphone qui font qu'on se dit peut-être que tous les mythes fonctionnent à deux, comme ça, en tandem. Et peut-être que Oedipe Déméter, c'était un peu cette histoire-là. Mais malgré tout, c'est vrai que, je dirais dans ton sens, dans le sens où on a l'impression que c'est une élaboration secondaire. On dirait que les mystères d'Éleusis, c'est vraiment le terrain, et Bobo, le sang qui coule, les règles, machin. Et Oedipe, c'est une sorte d'évolution plus tardive peut-être, qui vient en fait nous engager dans quelque chose qu'on pourrait appeler même la littérature. C'est-à-dire qu'on sort de la mythologie et on entre dans autre chose, qui est typiquement d'ailleurs l'époque de Sophocle. On n'est plus dans la pensée magique, on n'est plus dans la langue magique qui a pu présider aux premières sociétés grecques, ou pré-grecques, mycéniennes. On est dans une nouvelle parole qui est une parole, comme dit Socrate, où maintenant la pensée est libre de faire des calembours. Oui, alors après, la coupure entre ce qu'on a appelé la pensée magique et la pensée rationnelle, anthropologiquement, maintenant, on essaie de la nuancer énormément, puisque justement, on a eu trop tendance à faire du 5e siècle, de l'époque classique, le siècle de la rationalité. Donc Marcel d'Étienne n'est plus d'actualité. Si, il est d'actualité, mais justement, lui-même, contre Vernon d'ailleurs, essayait de nuancer cette opposition. Il n'y a pas un basculement net, c'est simplement pour préciser, parce que c'est le discours qu'on fait du siècle de Périclès. C'est toujours délicat d'en parler, puisque l'image du miracle grec pèse encore. Mais Sophocle, c'est pas de la littérature au sens moderne du terme, mais tu vois, il y a déjà Homère avant, donc, et même au 5e siècle avant notre ère, d'ailleurs on en parle, le mystère d'Éleusis, etc. Tout ce qu'on aurait pu mettre du côté de la pensée magique existe encore au 5e siècle. Les phallus ailés, contemporains de Sophocle. La procession des phallus, les phallus ailés, etc. Bien sûr. Donc les mythes et les rites sont toujours aussi structurants. Alors c'est vrai qu'il y a un basculement avec Socrate et surtout Platon. Mais voilà, cette opposition entre mythos et logos, celle que fait beaucoup Vernon d'ailleurs, n'est pas aussi nette au 5e siècle.
Ah, oui, ça, c'est l'heure. Est-ce que 2 minutes pour des éventuelles réactions ou questions? Non. Ben, merci beaucoup, Marc. Allez, merci à toi, merci à vous. J'espère que ça vous sera profitable pour vous inventer vos propres parcours, Oui, bricoler vos propres vies.